Bonjour à tous, il est 14 h, nous sommes en direct sur 3IS Radio, ravis de vous retrouver pour votre émission 3iMag. Vous le savez, 3iMag, c'est votre rendez-vous avec des chroniques, musique, humour, santé, cinéma. Il y en aura pour tous les goûts et des invités en plateau qui viendront partager leur passion, leur métier. Vous êtes bien sur 3IS Radio. Bonjour Christina. Bonjour Jordan. Vous allez nous accompagner toute cette heure d'information. Et pour commencer, le sommaire. Alors cet après-midi, nous vous parlerons art en nous intéressant à Brancusi avec nos invités Nicolas Druz et Thierry Reyer. Et Jordan, on passera en seconde partie avec un sujet art, mais cette fois art de vivre avec Jean-Luc Le Sieur, professeur d'arts martiaux, qui nous parlera de sa passion. Et bien sûr, comme d'habitude, vos chroniques habituelles. Alba nous parlera politique espagnole. Thibaut Mourès fera une chronique santé. On parlera musique avec un groupe français proposé par Alexandre Germain. Et on finira sur une note d'humour avec la fabuleuse Eliette Arnaud. Et pour commencer, on dit bonjour à nos deux invités, Nicolas Druz et Thierry Reyer. Merci messieurs d'être ici. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Reyer, je le dis bien, on est bon. Vous dites comme vous voulez. Eh bien, je dirais comme je veux. Alors ça marche. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes tous les deux chercheurs. Alors, il y a un côté chercheur et au niveau de l'histoire de l'art, c'est bien ça? On va dire chercheur en art et en histoire. D'accord, chercheur en art et en histoire. Et de l'autre côté, on pourrait vous nommer comment? On pourrait vous donner quoi comme qualificatif? Bon, j'ai organisé un certain nombre d'expositions, Chagall, Matisse, pratiquement une quarantaine de musées français, Basquiat, dans le monde entier, donc je m'intéresse beaucoup à l'art. Et puis surtout, je suis un ami de Thierry Reyer. D'accord, parfait. Et vous avez participé au colloque André Malraux sur l'artiste Brancusi, c'est bien ça? Tout à fait. Tout à fait. Du coup, qu'est-ce que c'est que le colloque d'André Malraux? Est-ce que vous pouvez, Brancusi, est-ce que vous pouvez nous en parler en détail? En fait, le rapport de Malraux et de Brancusi, c'est que André Malraux a sauvé l'œuvre de Brancusi de la dégradation. Au décès de Brancusi, l'intégralité de ses ateliers a été cédée à l'État français. Mais pour cela, il fallait que l'État français recrée un atelier dans lequel serait reconstituée l'intégralité des œuvres seraient mises en emplacement dans cet endroit. Ce qui s'est passé, c'est que à la mort de Brancusi, l'endroit n'existait pas, il n'a pas été construit, ça a mis du temps, il est arrivé une vingtaine d'années après. Et l'œuvre était en train de se dégrader dans les vrais ateliers de Brancusi. Et André Malraux a trouvé un moyen de convaincre les ayants droit d'entreposer ailleurs l'œuvre. Et en fait, sans André Malraux, je n'aurais pas pu faire les découvertes que j'ai faites sur Brancusi, puisque l'œuvre aurait été dispersée, aurait été dégradée. Et en fait, aujourd'hui, personne ne connaîtrait Brancusi nulle part, puisque ça aurait disparu. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, ça c'est Malraux, ministre. Mais Malraux, écrivain d'art, tout de suite avait découvert chez Brancusi quelque chose d'extraordinaire et il avait mis dans une préface sur des statues sumériennes une tête de Brancusi. Pourquoi? Parce que Malraux, lui, considérait que la beauté formelle n'était pas obligatoirement une preuve d'art et que les Sumériens, les précolombiens, Brancusi, sont des gens qui ne respectent pas les canons de la beauté, mais qui sont capables de nous faire éprouver des choses extraordinaires, profondément enfouies en nous-mêmes. Et c'est après, lorsqu'il est devenu ministre, qu'il a mis en action ce que lui, écrivain d'art, avait découvert. Alors justement, vous parliez de découvertes. Quelles sont-elles, ces découvertes? Qu'est-ce que vous avez découvert? Tout. Alors voilà, ça doit être vaste, oui, en effet. Je vous explique pourquoi. En réalité, il y a à peu près 110 livres qui ont été faits sur Brancusi. Et aucun expert en art n'a compris l'œuvre de Brancusi. Alors ça va de la simple sculpture où
la plupart ont pensé qu'elle représentait certaines choses et ça ne représentait pas ce dont ils avaient pensé. Et après, c'est un assemblage de choses qui permettent une initiation à l'égyptologie, à la franc-maçonnerie, aux Rosicruciens. C'est une œuvre totalement initiatique et qui n'a pas été perçue comme ça. À côté de ça, bon, on découvre tout un tas de choses. On découvre que Phi a été utilisé, on découvre que la suite de Fibonacci a été utilisée. On a tout un tas de choses comme ça. Donc c'est totalement une œuvre initiatique où la géométrie a sa place. Voilà. D'accord. Oh. Vous voulez réagir? Oui, allez-y. Oui, Brancusi, c'est le premier qui dit qu'on ne doit pas copier l'être humain ou la nature. Il dit qu'il est capable, en voyant un bloc de pierre ou un bloc de bois, de sentir ce que la matière va lui demander de faire. Il sent l'essence du matériau. Et donc, il va créer des pièces uniques, mais qui ne correspondent strictement à rien de ce que l'on a vu. Quand on voit, par exemple, mettons la statue de David par Michel-Ange, bon, bien sûr, aucun homme n'a les pectoraux ou les abdominaux de cet homme de 5,40 m de haut, mais on reconnaît quand même que c'est un bel homme, ou une belle femme, si c'est la Pietà, peu importe. Mais Brancusi, on ne comprend rien, sauf si on fait beaucoup d'efforts. Et lui-même dit que de son vivant, et après sa mort, on ne découvrira jamais les secrets de son œuvre, sauf que Thierry a été capable de découvrir des choses extraordinaires. Par exemple, que le baiser de 1905, dont il est le découvreur, s'appuie sur ce qu'il appelle phi, c'est-à-dire le nombre d'or. C'est-à-dire, pour ceux qui savent, c'est 1 plus racine de 5 sur 2, ou sur la suite de Fibonacci, et sur tous les symboles maçonniques qu'il a utilisés, et sur sa façon de comprendre l'égyptologie. Ce n'est pas un égyptologue, c'est l'application de ce qu'il croit, lui, être l'égyptologie. Et à partir de cette baiser de 1905, on peut remonter tout. On s'aperçoit que si on développe avec de la géométrie, des formules qu'il emploie dans absolument toutes ses œuvres, on arrive à la pyramide de Khéops, on arrive au Sphinx. C'est une œuvre initiatique extraordinaire, et surtout, c'est la chose la plus importante, les Égyptiens, pour faire les pyramides, utilisaient la coudée. C'est-à-dire qu'ils multipliaient la coudée que portait l'architecte en chef par un certain nombre de chiffres. Eh bien, l'ensemble des œuvres de Brancusi, c'est la même chose avec le baiser de 1905. C'est la coudée de Brancusi. Ça, c'est une découverte extraordinaire que personne n'avait faite avant Thierry. Ce qui fait de vous un précurseur, quelque part. Un peu comme Brancusi l'était. Oui, ouais. En fait, depuis les hiéroglyphes et Champollion, je crois qu'on n'a rien découvert dans l'art, quoi. Oui. Tout simplement. D'accord. Ce qui remet en cause beaucoup de choses. Oui, non, mais ça remet en cause beaucoup de choses. Ça remet en cause l'histoire de l'art moderne, puisque cette sculpture que j'ai découverte devient la première sculpture d'art moderne au monde. Donc c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Juste une chose. Brancusi est reconnu comme un maître par Kandinsky, par Giacometti, par Jean Art, par Richard Serra, par tous les grands. Donc ils le disent et ils le copient parfois virtuellement. Donc c'est un grand monsieur. Et puis pour donner une idée de quoi on parle, la dernière sculpture de Brancusi qui a été vendue a coûté 37,2 millions de dollars. Donc ça donne un peu une idée de ce qu'il peut représenter. Ça fait, c'est important, quoi. On sent bien, quoi. Et c'est une petite statue. Oui, c'est ça ce qui est le plus incroyable en réalité, parce que bon, pour nous qui on n'est pas des initiés dans tout ce qui est art, etc. On se dit c'est incroyable qu'on puisse mettre des sommes pareilles dans ses œuvres. Dans ses œuvres. Oui. C'est parce que l'art, c'est quelque chose de très particulier. Moi, je pense que l'art, c'est une réjouissance solitaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer à quelqu'un d'autre ce que l'on ressent en voyant quelque chose. C'est à soi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art? Vous savez, Brancusi, en 1928, aux États-Unis, des collectionneurs et des musées lui demandent d'envoyer des œuvres. Et aux États-Unis, quand vous envoyez des œuvres d'art, vous ne payez pas de droits de douane. Quand les œuvres de Brancusi arrivent aux États-Unis, les douaniers taxent les œuvres de Brancusi
parce que ce ne sont pas les œuvres d'art et les taxes au prix de la ferraille usagée. Parce qu'évidemment, ce n'est même pas de l'acier ou du marbre que l'on pourrait utiliser, c'est déjà fait. Donc il va payer $240 de droits de douane. Ce sera un procès extraordinaire, Brancusi contre les États-Unis d'Amérique, et il va le gagner. Il va le gagner, mais ça pose quand même un problème juridique considérable. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Le définir juridiquement, c'est pas facile. Moi, je pense que c'est impossible. Une œuvre d'art, c'est quelque chose qui vous crée une émotion. Mais quand vous écoutez une chanson, ça peut être une œuvre d'art pour toute votre vie, mais c'est que pour vous. Quand vous regardez une statue, quand vous regardez une peinture ou un coucher de soleil, peu importe, d'un seul coup, vous êtes ému, ou vous ne l'êtes pas. Si vous êtes ému, si quelque chose se passe, c'est une œuvre d'art pour vous. Donc, pour ça, si vous n'êtes pas riche, ben vous retournez voir le coucher de soleil. Si vous êtes très très riche, vous achetez... Une œuvre de Brancusi. Voilà. ou bien un lever de soleil de Monet, des choses comme ça. Évidemment, comme il n'y en a pas beaucoup, et comme il y a quand même beaucoup de gens riches, ben ça monte, jusqu'à un Gauguin qui s'est vendu il y a quelque temps à 374 millions d'euros. Alors justement, on va pouvoir en parler de ce thème, voilà, de l'art plus général, et puis également des montants qu'on est prêt à investir. Vous m'avez fait toute ma transition, c'est parfait, je vous en remercie. Oui, il faut m'embaucher. Ah ben, très bien, je vais vous embaucher. Et nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Dreuze et Thierry Reyer. Dites-moi comment je dois le dire. Dites Reyer, c'est très bien. Ça sera Reyer, donc merci beaucoup. Vous êtes tous les deux collectionneurs d'art également. Alors on a parlé précédemment du colloque auquel vous avez participé, et maintenant on va aborder votre passion de l'art et de la collection. Alors déjà, messieurs, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que c'est un collectionneur d'art? Un collectionneur d'art, pour moi, c'est quelqu'un qui amasse. C'est un grand jouisseur, c'est quelqu'un qui va amasser, qui va mettre dans son appartement, dans sa maison, des tonnes de toiles les unes par-dessus les autres, qui va changer de temps en temps pour en accrocher une sur son mur. C'est plutôt péjoratif. Quand je vous écoute, ça n'a pas l'air d'être très positif. Comme, c'est quelqu'un qui a un besoin de posséder. Donc il a envie de posséder ce qu'il estime être beau, et donc il accumule et il se fait plaisir en voyant ses œuvres d'art. Alors ça, quand je parle de ce collectionneur d'art-là, c'est le particulier, parce qu'aujourd'hui l'art a beaucoup évolué. Les collectionneurs sont en fait maintenant devenus des investisseurs, et c'est un peu différent. Mais moi, je vous parle de ce que je connais, c'est-à-dire les amoureux de l'art qui achètent de l'art par amour et pour la beauté de l'art. Il y en a plus que ceux qui veulent s'enrichir, etc. Aujourd'hui, c'est des placements financiers. Ouais. Les banques mettent des œuvres d'art dans des coffres, qu'elles soient fausses ou qu'elles soient vraies, mais elles en ont plein les coffres et elles ne sortent pas, c'est de la spéculation. Donc, pour moi, ce ne sont pas des collectionneurs. Donc, je vous parle de ce que je connais. Voilà. Mon côté, moi, c'est plutôt de regarder les œuvres, de temps en temps accrocher un tableau, l'enlever, le remplacer par un autre. Mm-hmm. Moi, je vis avec mes œuvres d'art, donc elles m'entourent, elles sont autour de moi. Voilà, c'est quelque chose qui me permet de vivre, de me sentir bien, d'être heureux, de respirer, voilà. Et pour vous, Nicolas Dreuze? Alors Thierry parle parce que familialement, depuis de grandes générations, ses arrière-grands-parents, grands-parents ont acquis ou on leur a donné des œuvres d'art majeures. Moi, une œuvre d'art, c'est avant tout une rencontre. Et la plupart du temps, c'est une rencontre, non pas avec l'œuvre d'art au début, mais avec une personne. Je vous cite 2 exemples. Le premier, je suis à la Fondation Magde, à Saint-Paul-de-Vence, et je vois des statues que je trouve très vilaines de Miro. Jusqu'au moment où il y a un rayon de soleil qui tombe sur une des statues, et où il y a une belle jeune fille qui se met à entourer la statue et qui aime la statue. Et la statue se remplit d'énergie psychique, je ne sais pas quoi. Tout le monde regarde la statue. Moi qui trouvais cette statue vilaine, j'ai eu envie d'en avoir une. J'ai toujours pas les moyens d'en avoir une, mais j'y rêve toujours. Une autre anecdote. Alors, il y a un peintre que peut-être on ne connaît pas, qui s'appelle Zawuki, qui est un peintre célébrissime. À un moment, le Figaro avait fait une émission, les 10 peintres qui valent tous plus de 10 millions. Et un jour, je vais chez Zawuki, très âgé, et il me dit « Écoute, je te donne une de mes peintures,
mais dépêche-toi parce que si ma femme te voit, elle sera très fâchée. Moi, je refuse. Je sais à quel point ça coûte une fortune. Et à force de parler, la femme arrive. Et vraiment, si elle avait pu m'arracher les yeux, elle l'aurait fait. Mais bon, et je suis parti avec ma peinture parce que Dzawuki m'a quasiment donné un coup de pied au derrière pour que je parte avec. Cette peinture, elle est toujours devant mes yeux. Dzawuki est mort, mais quand je la regarde, bon, j'admire évidemment le talent de Dzawuki, mais je pense à cette scène cocasse et peut-être dramatique parce que le pauvre, qu'est-ce qu'il a dû se faire engueuler après par sa femme. Vous voyez, c'est ça qui m'intéresse, c'est cette possibilité à la fois d'avoir de l'émotion en regardant cette œuvre d'art, mais qui est reliée à des souvenirs. Un autre exemple, il y a très très longtemps, je me trouve dans l'aéroport de Kilimandjaro. À l'époque, c'était un tout petit aéroport. Les avions, pour se poser, devaient tourner. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de piste assez longue, donc ils tournaient sur l'herbe. Je vois un batik exceptionnel. Je demande à la personne si elle veut me la vendre. Elle me dit oui, et je lui dis combien tu me la vends. Il me dit $100. Je lui dis mais j'ai pas $100, mais j'ai 100 francs suisses. Et il m'a dit, le franc suisse est supérieur au dollar, je vais te rendre de l'argent dessus. Je lui ai dit, mais non, c'est le contraire, je n'ai pas pu. Il m'a dit, je suis plus âgé que toi, j'ai 25 ans, et tu dois écouter ton aîné. Il est allé m'acheter une bouteille de whisky frelaté, et donc, j'ai maintenant un batik extraordinaire. Je n'ai jamais bu la bouteille de whisky, mais je l'ai gardée. Ouais, c'est ces souvenirs-là qui sont importants pour moi. C'est la possibilité de communiquer avec des œuvres, et puis en même temps avoir des souvenirs. Alors, une chose qui est très importante, c'est que les œuvres d'art ne s'aiment pas très souvent. C'est-à-dire que lorsque vous avez dans votre chambre ou dans votre salon des œuvres d'art, parfois, elles se combattent. Il faut donc, comme l'a dit Thierry, les changer parce que certaines cohabitent et certaines pas du tout. Donc il faut faire des choix et vous êtes obligé, quand vous avez un certain nombre d'œuvres d'art, de changer jusqu'au moment où il y a une harmonie et où elles dialoguent entre elles et vous dialoguez avec elles. C'est un moment assez merveilleux en fait. Et vous, Thierry Reyer, quelle est la pièce la plus rare dont vous disposez ? Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas la déterminer. J'ai une collection de plus de 900 pièces très importantes. Et donc, je ne peux pas me déterminer. Bien évidemment, j'ai du Brancusi, j'ai du Picasso, j'ai du Chagall que j'aime beaucoup. Maintenant, plus importante, ça veut dire quoi ? La plus chère, la plus importante au niveau de l'esthétique, au niveau de quoi ? Il faut encore le déterminer, mais... Non, je ne sais pas. Disons qu'il y a, dans mes préférences, il y a une vingtaine de pièces qui ont ma préférence, mais pas une en particulier, non. Et au niveau, alors, question qui va peut-être fâcher, mais vous seriez prêt à mettre jusqu'à combien pour acheter une œuvre d'art ? Mais alors allez-y, parce que je sais que la question va déranger, mais allez-y. Elle va déranger, après je vais être obligé de quitter la France. Non, mais une œuvre d'art, pour moi, c'est une émotion, comme disait Nicolas il y a quelques instants. C'est une émotion avant tout. Moi, j'ai de la chance d'avoir j'ai connu Picasso petit, j'ai connu Marc Chagall, j'ai connu pas mal de personnes de ce type-là. Et en fait, c'est une histoire de cœur, tout ça. Et non, il n'y a pas de prix, c'est pas une question de prix. Un peu quand même. Enfin, peut-être pas pour vous, mais j'ai eu la chance d'obtenir mes œuvres d'art parce qu'elles m'ont été données, quoi. Oui. C'est de la transmission. Donc en fait, j'en ai acheté quelques-unes à une époque où j'avais les moyens de me payer quelques œuvres. Mais aujourd'hui, qui est capable en France de se payer une œuvre d'art ? C'est plus possible. Mm-hmm. Si vous voyez, on parlait de Brancusi, mais Giacometti, 72,8 millions d'euros. Qui est capable d'acheter en France une sculpture à 72,8 millions d'euros. La sculpture que j'ai découverte, le baiser de 1905, si on voit le prix qu'elle pourrait être évaluée aujourd'hui, vu la qualité de la découverte, la vendre, elle est inestimable. Elle pourrait être vendue aussi bien 800 millions, 1 milliard, ça ne veut plus rien dire. Parce que, un Gauguin vendu 400 millions, ça n'a pas de sens parce que le Gauguin qui a été vendu ce prix-là, c'est pas une œuvre exceptionnelle de Gauguin, c'est pas la première œuvre d'art moderne, c'est pas tout ça. Alors que le baiser de 1905, oui, donc ça veut dire que ça vaut déjà beaucoup plus de 400 millions. Pour moi, qui n'ai pas les moyens de payer 374 millions, pas encore en tout cas, de dollars pour acheter un Gauguin, j'en reviens toujours à l'émotion. La pièce que je préfère chez moi, c'est une chose toute simple. C'est une tête de Bouddha
peut-être que vous vous souvenez qu'il y a eu ces choses abominables au Cambodge où on a fait la mer de Chine le plus grand cimetière marin de l'histoire. Donc les gens s'enfuyaient et les gens essayaient d'avoir un petit peu d'argent. Quelqu'un avait coupé à coups de masse la tête d'un Bouddha. Et au marché des voleurs de Bangkok, j'ai trouvé cette tête. C'était il y a très longtemps, bien sûr. Bon, je l'ai acheté, $500. C'était beaucoup pour moi. J'avais 25 ans, une chose comme ça. Et puis surtout, c'était illégal. C'est-à-dire que si je m'étais fait attraper, j'aurais été en prison. Bon, maintenant, il y a prescription. Mais quand j'ai eu cette tête dans ma chambre d'hôtel, en regardant cette chose magnifique, mais mutilée, j'avais les larmes aux yeux. Vous voyez, je sais pas, je me demande même si un jour, j'irai pas, si je suis sûr qu'on va pas la maltraiter, la remettre sur les murs d'Angkor. J'aurais juste été un dépositaire, mais un dépositaire heureux et très ému. Donc, c'est pas tellement une question de prix. Le plaisir, Thierry, c'est de découvrir un artiste dont on pense nous. Non, mais de toute façon, ces œuvres d'art sont faites pour être transmises. On transmet à ceux qui vont arriver derrière nous. Ouais. Donc, le principal, c'est qu'elle trouve quelqu'un derrière qui va la transmettre à son tour. Et voilà, c'est ça l'important, finalement. C'est ça l'important. Ouais. Et puis découvrir des artistes dont on pense qu'ils vont devenir des artistes majeurs. Si cela, on peut les aider, c'est un grand plaisir. Sauf que, quand même, il ne faut pas s'idéaliser les choses. Hein. Celui qui s'occupait de Van Gogh, par exemple, je le plains. Celui qui s'occupe de tous ces genres d'artistes-là, ce sont des gens très torturés. Pourquoi ? Parce qu'ils vont chercher, au fond d'eux-mêmes, ce qui fait leur art. C'est-à-dire qu'ils vont se brûler à des choses auxquelles on n'a pas accès. Et donc, sur la réalité psychologique de ces personnages-là, ils sont impossibles. Il faut le savoir, c'est comme ça. Je veux dire, habiter à côté de Brigitte Bardot ou de James Brown, c'est vraiment pas... ça doit pas être... c'est pas non, ça doit pas être simple tous les jours. C'est pas de la tarte. Certainement, habiter à côté de Brancusi ou de Picasso, c'est pas de la tarte non plus. Également. Donc, quand on s'en occupe, il faut vraiment aimer l'art, plus que les artistes d'ailleurs, parce que vraiment, ils sont pénibles. Mais bon, ils sont aussi hyper talentueux. Ça fait pardonner beaucoup de choses. Et oui, évidemment. Des stars, quoi. Des stars à leur époque respective, quoi. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'avoir participé à notre émission. C'était très intéressant. On a appris plein de choses. Nicolas Dreuze et Thierry Reyer, donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Et on continue en musique et nous, on se retrouve juste après. Merci beaucoup. Merci beaucoup.